ses élèves à la recherche des vraies informations, soi-disant, etc., etc. Il y avait eu beaucoup de morts, il y avait eu plus de 100 morts, on connaît l'histoire. Et à la fin de l'année, au départ, il y avait 60% des élèves qui croyaient ça. À la fin de l'année, il y avait encore 30% qui croyaient toujours que les chiffres n'étaient pas exacts. Il a même refait le travail 10 ans après. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que toi, tu as la possibilité dans tes cycles de formation pour les enseignants ou peut-être pour les élèves d'avoir un peu de temps pour pouvoir les lancer sur des enquêtes comme ça, à l'issue desquelles on a vérifié les faits, on a vérifié les chiffres, et il y a quand même la persistance d'une incrédulité ou d'un doute. Est-ce que tu fais cette expérience-là? Est-ce que voilà, vas-y. Tu parles de vérifier si c'est un impact pour les élèves à travers la pratique des enseignants, c'est ça? Oui, je parle est-ce que déjà, après avoir touché du doigt que finalement ils croyaient à une connerie, ben, ils continuent quand même de croire cette connerie, quoi. Comme ça a été le cas dans l'expérience de la rumeur de Nîmes. Ben écoute, vu que ces formations en fait, au niveau national sont assez récentes et vu que les outils d'évaluation ne sont pas encore formalisés, en fait, moi justement, dans mes travaux de recherche, j'essaie de trouver des critères qui me permettent d'évaluer ça. Et c'est pas simple en fait, parce qu'il n'y a rien de standardisé. Et le travail de l'ANR dont je parlais tout à l'heure, maintenant, c'est d'élaborer ces fameux questionnaires qui pourraient permettre d'évaluer plus finement ce que tu dis là. En gros, est-ce qu'on a un niveau d'esprit critique qui serait plus ou moins grand après ou avant un certain nombre d'interventions? Donc ça, c'est vraiment en cours de recherche. Il y a pas de, je ne peux pas là vous livrer les résultats parce qu'on n'en a pas. Cela dit, sur les premières choses que j'ai pu faire, en tout cas en formation, et l'effet que pouvaient avoir les formations sur les profs, en comparant des groupes qui avaient des formations telles que celles que je viens de décrire et d'autres qui avaient des formations simplement sur l'éducation média à l'information, des choses assez classiques, on a pu montrer, donc ça c'est en cours de publication, que les croyances des profs sur les phénomènes paranormaux ou l'adhésion aux théories complotistes, elles diminuaient significativement en comparaison de ceux de l'autre groupe, et que notamment l'indicateur que moi qui m'intéresse aussi, qui est cette fameuse échelle d'humilité intellectuelle ou de rationalité épistémique, elle aussi, au contraire, elle augmentait après les formations en comparaison des autres groupes. Donc on a des effets là-dessus, en tout cas, qui commencent à arriver. Est-ce que ça a un impact ensuite sur les pratiques? C'est l'objet là je vais essayer de récolter de ces 3 dernières années à peu près toutes les formations qu'on a pu faire et de voir s'il y a un changement dans les pratiques. Maintenant, sur les croyances des profs, t'imagines bien, c'est compliqué parce que c'est souvent du déclaratif et que donc tout ce qu'on peut faire, c'est de comparer. Pour comparer, il faut qu'on ait des groupes comparables, donc c'est vraiment compliqué. Donc voilà, l'effet sur les élèves, on pourra le mesurer certainement quand on aura ce test un peu plus calibré. Oui, bon, merci. Bon, Dominique, tu prends le relais peut-être pour distribuer la parole ou poser tes propres questions. Ah oui, Françoise demande la parole. D'accord, alors, Françoise, la parole. parole. Bonjour Denis. Bonjour Françoise. Bravo l'OM. Je me souviens avoir fait un TD quand j'étais à terre au laboratoire de psychosocial de Montpellier sur les changements d'attitude. Alors, j'avais introduit dans les discussions le système de représentation sociale, l'architecture de la pensée sociale où il y a des formations de pensée communes qui n'ont pas la même valeur, c'est-à-dire que les opinions sont produites très vite et peuvent changer très vite, les attitudes sont produites un peu moins vite et changent un peu moins vite. Ensuite, au-dessus, par ordre de l'habilité, il y a les représentations sociales et les idéologies. Donc, dans l'architecture de la pensée sociale, on a montré en TD que les attitudes pouvaient changer pendant un TD sur des diffusions, des écritures d'attitudes contre-attitudinelles. C'est-à-dire quand tu sépares une classe en deux et tu dis… tu fais une échelle, est-ce que vous aimez la chasse? Et tu prends les élèves qui n'aiment pas la chasse et tu leur demandes, tu les fais rester, les autres ils partent boire un café et ils sont chargés de produire un texte pour vanter la chasse. Et donc, tu leur donnes une demi-heure, ils doivent trouver le plus d'arguments pour dire la chasse, c'est vachement bien. Et quand tu les fais revenir, tu remesures encore les attitudes. Donc, ceux qui aimaient la chasse n'ont pas changé. Et tu t'aperçois qu'en comparaison, ceux qui avaient produit le texte contre-attitudinel, ils ont changé d'attitude. On montrait que ce temps de changement d'attitude ne durait pas très longtemps. Mais il y avait une capacité à changer. Donc là, dans tout ce que tu dis, je crois qu'on sait qu'une représentation sociale d'un objet social, c'est-à-dire d'un objet qui est important pour une communauté, une fois qu'elle est forgée, elle met beaucoup de temps à changer.
Oui. Et on étudie aussi en psychosocial le lien entre les représentations et les pratiques. On peut avoir des belles représentations. On sait que dans les pratiques, c'est différent. C'est encore des champs de recherche. Alors moi, j'ai quitté le monde de la recherche il y a longtemps, mais c'est passionnant, quoi. On sait dire ce qu'on voudrait faire, mais on ne le fait pas forcément. Voilà. Et même rajoutons ça aussi, ben, il y a, dans le changement d'opinion, il y a cette appartenance, j'en ai parlé un petit peu, ce tribalisme hein, aux opinions. Voilà. Voilà, ça c'est sans doute une des choses, tout ce mélange de personnes qui se regroupent autour d'un étendard commun, que ce soit gilets jaunes, anti-masques, c'est encore plus difficile d'accepter des preuves qui vont aller à l'encontre de ce qu'on pense, justement quand ça correspond à cette pensée de groupe dans laquelle on se sent adhérer, adopter, faire partie totalement. Quoi. Donc ça, c'est pour ça que peut-être une des dimensions, c'est de travailler sur cette appartenance au groupe. Vous voyez, aussi de se dire, est-ce que nous, pareil, on pourrait se définir comme zététiciens sceptiques, vous voyez, est-ce que c'est pas difficile quand quelqu'un s'oppose à ce que pense la majorité, on va dire, du groupe, d'accepter finalement la critique du groupe. Ça aussi, des idées du groupe. Bien. Alors, quelqu'un d'autre demande la parole? Gilles, ça m'étonnerait que tu n'aies rien à dire compte tenu du contexte actuel, parce que tous ces biais, toutes ces manipulations d'informations, de statistiques, nous sommes inondés actuellement d'une fausse information ou d'informations biaisées ou de problèmes de lecture, tout simplement des chiffres. On nous parle tout le temps des chiffres des morts, des chiffres des admis à l'hôpital, des admis dans les services de réanimation. Actuellement, tout ça fait peu d'analyse. Alors, peut-être tu peux nous en dire deux mots? Non, on va redire les mêmes choses. Non, moi, j'ai beaucoup aimé toute cette synthèse, hein, bien sûr, et merci beaucoup. Bon, c'est des choses qu'on connaît, mais notamment les graphiques, hein, c'est hyper classique. Et des fois, c'est en bonne foi. Hein. On prend que la partie haute du graphique pour mieux voir les différences, mais du coup, ça n'a plus aucun intérêt de montrer un graphique. Il suffit de dire les chiffres parce que c'est faux, c'est faux. Sinon, la manipulation des chiffres, oui, bon, c'est vrai qu'on est abreuvé de chiffres, les gens adorent les chiffres, et en même temps, ils les exècrent. On peut dire, la phrase classique, c'est on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, et il faut en même temps, il faut bien les chiffres aussi. Alors voilà, donc il ne faut pas jeter les chiffres. Par contre, il faut faire très attention à… très souvent, on ne donne pas… Alors les graphiques, des fois, il n'y a pas d'échelle. C'est pas rare qu'il n'y ait pas d'échelle, c'est inimaginable. De présenter un graphique qui n'a pas d'échelle, c'est insupportable, mais c'est très fréquent, y compris dans des choses qui ont l'air d'être assez scientifiques. Ensuite, on donne pas il n'y a jamais de méthodologie, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on ne définit pas une population ou quelque chose. Donc, on a des chiffres qui sont jetés en pâture et dans lesquels dont on peut strictement rien faire. Et pourtant, ça suffit pour entraîner une émotion et une réaction et un jugement. Voilà, bon, ça, c'est tout le temps, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Alors, dans le cadre de la Covid-19, bien évidemment, là, il n'y a pas de raison que ça échappe, mais on baigne là-dedans. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Sinon, il y a des petites questions dans le chat. Moi, j'avais demandé au tout début, hein, de toute façon, est-ce que la question, ne pas l'oublier, opinion et croyance, quand même, c'est quoi la différence? J'ai mon idée, mais pour vous? Pour moi, croyance, c'est tenir pour vrai. Une opinion, donc j'allais dire une croyance, c'est plutôt épistémique, c'est-à-dire sur la qualité des faits. Une opinion engage petit peu plus de choses. Je pourrais me positionner plus au niveau éthique aussi. Je pense que c'est beaucoup plus large. Je pourrais être pour ou contre la politique des États-Unis au Moyen-Orient. Voilà, ça c'est mon opinion. Maintenant, est-ce que je crois qu'il y avait des armes de destruction massive ou pas en Irak? Voilà, ça c'est plutôt une croyance. Oui, bon, c'est pas facile à comprendre la différence. Ça a l'air facile, mais ça l'est pas tant que ça. Et c'est pour ça que vous avez mis à un certain moment, dans des choses un peu rationnelles, on croit à telle ou telle chose. Moi, je bannis toujours le terme de croire. Je dis pas, tiens, je crois qu'effectivement, la, l'épidémie a diminué, par exemple. Je ne crois pas, parce que dès qu'on est dans la croyance,
je dis je pense que, il me semble que. C'est une source de confusion assez extraordinaire. Du coup, parce que du coup, les gens qui sont dans des croyances et qui refusent un autre mode de pensée, il faut dire, ben oui, vous aussi vous croyez, moi vous croyez un truc, moi j'en crois un autre, on est pareil. C'est pas vrai. C'est intéressant avec le mot penser. Oui, Euh, Je pense, je crois pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Il faut plonger entre les deux, tous les systèmes qui conduisent à se faire cette opinion. Voilà, et puis à y adhérer, à ne pas se contredire soi-même. C'est-à-dire que les mots, ils sont faits, eh ben, c'est pour une relation, pour une communication, pour savoir de quoi on parle. Après, le sens des mots, le terme de croyance, de croire, est très dangereux quand on est dans un domaine rationnel. Parce que du coup, on se met sur le même niveau de fonctionnement que des gens qui sont dans la croyance. Et ça, c'est une source de confusion invraisemblable. Mais il n'y a pas de grande différence entre dire je crois que Dieu existe ou je pense que Dieu existe. Il n'y a pas grande différence. Ah, si, justement. Et puis après, on va dire quelle est la différence entre la croyance et la foi. Ça va être encore être autre chose. Justement, Guillaume Gécarotti. oui, je suis d'accord avec la fin de ce que vous avez dit là, mais pas avec le début. C'est-à-dire que je suis pour donner du sens à ce mot croire pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que en réalité, dans la vie de tous les jours, on est quasiment tout le temps dans la croyance. Une croyance plus ou moins bien justifiée, une croyance plus ou moins bien étayée. Si je évacue ce mot-là, croire, au contraire, moi je suis pour qu'il ne soit pas approprié simplement par l'acte de foi. Je suis pour qu'on prenne conscience qu'en réalité, quand je dis est-ce que je peux dire que je sais quelque chose ou est-ce que je crois, quand je dis je sais, c'est vraiment un niveau de certitude, vous voyez, au-delà de tout doute raisonnable, franchement. Mais est-ce que je peux dire que je sais que quand je vais au resto, le cuistot n'a pas fait pipi dans la soupe? En réalité, j'ai envie de le croire, quoi, et j'ai envie de faire confiance. Et il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, qu'on ne sait pas au point d'en être certain. Je veux dire, est-ce que vous miseriez la vie de vos enfants sur le fait que le cuistot n'a pas fait pipi dans la soupe ou n'a pas craché dedans dans votre verre? Je ne suis pas sûr de le miser. Je ne dirais pas ça à 100%. Je dirais qu'il y a de très, très, très fortes chances. Je miserais d'autres choses. Mais ce niveau de certitude-là, je pense qu'on l'a. C'est juste, je reviens sur le curseur, en fait. Ça m'embête d'enlever ce mot croyance parce qu'il est toujours attaché à cette idée qu'il n'y a pas de fondement derrière. Mais non, on peut avoir des croyances très, très bien étayées, en fait. Et pour de bonnes raisons. J'y crois pour de bonnes raisons. Je tiens cela pour vrai pour de bonnes raisons. Et à ce moment-là, je peux dire que je le sais d'une certaine manière. Mais encore une fois, ça dépend de la définition qu'on met derrière ces mots-là. Et c'est tout un problème quand on en parle. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot savoir? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot croyance? Déjà, ça me gêne beaucoup parce que d'abord, il y a des choses qu'on peut savoir. Si quelqu'un me dit « Ah, il pleut », et je regarde par la fenêtre et je vois qu'il pleut, il dit « Oui, je sais, j'avais vu qu'il pleuvait, je sais qu'il pleut ». Mais vous pouvez vous tromper. Savoir, on peut l'utiliser quand même dans certains… Mais après, on arrive à cette histoire de croyance ou de pensée ou d'opinion. C'est un peu le problème de la religion et de l'athéisme. Et c'est très désagréable quand on parle d'athéisme et qu'on dit bah, c'est un autre type de croyance. Je suis d'accord, bien sûr. Et pour moi, l'athéisme et l'agnosticisme, pour moi, c'est la même chose, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. Moi, je pense que c'est la même chose. Parce que être athée et penser dur comme fer sans aucun doute qu'il n'y a pas de Dieu, c'est en soi, c'est très gênant. En fait, il y a toujours le doute, hein, simplement on n'a pas de preuves. Voilà, donc il faut garder, je pense, le terme de croyance pour ce qui est réellement de la croyance, même si nous sommes sujets à des croyances. Mais il faut nous en garder, à chaque fois parce que nous sommes des êtres humains et l'être humain est un être de croyance, ce n'est pas un être de raison. Bien. Isabelle, qui demande la parole. Oui, alors, par rapport à la croyance, donc moi je suis scientifique, je suis chercheuse génétique, et dans le domaine de la science, je me rends bien compte qu'il y a des choses que je sais, bien sûr, dans mon domaine, il y a des choses que je crois, et en particulier dans les autres domaines. Par exemple, les résultats récents en physique, je crois ce qu'on me dit, je crois qu'on a démontré l'existence du boson de Higgs, mais en réalité, je ne le sais pas. Mais voilà, donc là je vois bien… Voilà. C'est péjoratif de dire ça. J'ai confiance que.
Ben oui, oui, oui. Parce que dans mon Faudrait. de pensée, il y a tout un faisceau d'arguments et surtout d'argumentateurs, de scientifiques que je crois parce que je choisis de les croire, c'est beaucoup plus simple et je ne vais pas chercher à mettre en doute absolument tous les résultats scientifiques dans tous les domaines. Actuellement, c'est absolument impossible. Moi, j'y Vous avez habite. de bonnes raisons, c'est ça, il faut rajouter ça. Ouais, ouais, ouais. De bonnes raisons. Je Voilà, crois parce que voilà. je sais que les physiciens travaillent avec une méthodologie qui. Voilà, exactement. Voilà, Oui, je oui, sais que c'est. absolument. Mais Je sais parfois, que on peut se tromper. Par exemple, il se trouve que je suis biologiste, donc les articles de Didier Raoult, je peux les comprendre. Mais lui, je vois bien qu'il ne faut pas. Enfin, d'ailleurs, je suis capable de déceler les âneries qu'il y a dedans, ou Jules Édouard, ou je ne sais pas quoi, Serralini. Là, je suis capable par moi-même de voir ce qui ne va pas. Mais je ne suis pas forcément capable, dans le domaine de la physique, de comprendre ce qui ne va pas. Voilà. C'est juste pour. j'aime bien poser cette question en formation. C'est pas sur, c'est pas sur le boson de Higgs. Je dis, est-ce que, et d'ailleurs c'est un débat sympa, est-ce que vous diriez plutôt je crois que la Terre est plutôt sphérique ou est-ce que vous diriez je sais? Ouais. Oui, ben voilà. C'est Du moment une qu'on est question que capable, je me pose. Est-ce que je le crois ou est-ce que je le sais? Ouais. je pense qu'on peut dire, et là je pense qu'on peut apporter un truc sympa, c'est de dire, si je dis je sais ou je crois, c'est au niveau de ma personne avec l'ensemble des choses qui constituent mon corpus de tout le contexte qui fait que je peux plus ou moins positionner mon curseur. Par contre, il faut dire on sait que la Terre est plutôt sphérique. Ce on Oui, renvoie à oui, l'échelle des très preuves. bien. Ouais. Là, ça me semble moins subjectif parce que la connaissance ou la croyance renvoie toujours à l'individu. Encore une fois, j'ai jamais fait des expériences qui peuvent me Oui, prouver que voilà. l'ADN existe ou que un électron Mm, existe. mm, C'est pas mm, fait. mm. Et pour autant, on ne s'arrête pas 2 secondes à une hypothèse comme quoi la Terre serait plate ou des trucs comme ça. Exactement. Alors, Martin a une question. Oui. Je crois que je sais. Je pense que c'est ça. Bon, donc, pour rebondir un petit peu, oui, je suis assez d'accord avec Isabelle. Il y a ce sens de croyance où on va faire confiance et surtout avoir ce genre de curseur. J'ai aussi l'impression que le mot a un deuxième sens où justement la notion de curseur, de confiance qu'on a dans notre propre savoir est complètement écartée. Il y a ces moments où une croyance, ça peut être 0%, ça peut être 100%, c'est pas ça qui va être important pour la personne. La croyance va être faite pour d'autres raisons sentimentales, d'appartenance à un groupe par exemple, enfin, différentes choses. La question que j'avais justement, c'est pour moi justement, c'est une croyance dans ce sens sur ce qu'on appelle parfois la pensée ou la démarche hypercritique, qui a assez desservi la zététique et qui est encore un peu l'image qu'on a. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fondamentalement différencie la zététique, l'esprit critique de cette démarche hypercritique, hormis éventuellement l'attitude, des caractéristiques personnelles que vous avez mentionnées, des volontés de bienveillance, ce genre de choses? Pas simple, hein. Je dirais la capacité à faire confiance à cette échelle d'épreuve. C'est-à-dire que être hyper critique dans ces cas-là, c'est est-ce que ça serait pas remettre en cause un certain nombre de choses pour lesquelles on ferait un pari plutôt positif et ils ont plutôt raison. Je fais le pari positif que les physiciens ont vraiment trouvé le boson de Higgs. Et je peux pas être dans une démarche hyper critique sur tout ça. Donc je me rends compte, hein, c'est déjà dit peut-être d'un certain nombre de choses, mais je préfère de ce côté-là, je préfère faire parfois trop confiance dans cette échelle que pas assez. Quand le Lancet est sorti, ouais, j'ai peut-être fait trop confiance quand c'est sorti. Mais dès que ça a été critiqué, je ne me suis pas enfermé dans ce qui a été dit. J'ai vu toutes les critiques et j'ai pu changer d'avis. Quand au début, Raoult est arrivé et que je le connaissais je crois, j'avais vu passer un bouquin de lui sur le changement climatique ou la théorie de l'évolution. J'en avais entendu parler, mais c'est ça, sur la théorie de l'évolution, j'avais vu ce qu'il avait écrit, c'était vraiment pourri. Bon, je connaissais pas ses compétences en infectiologie. Et il se présente et puis je regarde rapidement tout ce qu'il est capable de faire. Je fais confiance en fait. Les premières semaines, je lui fais confiance. Dès qu'arrive sa première étude, et je le vois de la manière dont il parle et dont il présente les choses, le curseur change en fait. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais oui, peut-être arriver à faire confiance dans cette échelle d'épreuve et qui est le gage en fait. Quand on me dit oui, mais comment tu sais à quel moment il faut douter ou pas? Je dis, j'ai qu'une seule référence, et c'est celle-là en fait. Sinon, je me fie à quoi? À quoi je me fie?
d'autres. L'hypercritique, c'est peut-être celui qui se fait trop confiance à lui-même. Oui. Mais là, du coup, on rejoint la question d'attitude Oui, personnelle. Ouais. c'est lié, je pense. Oui, oui, c'est certain que c'est lié. Mais justement, je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a je sais pas, peut-être un point de la méthode qui est appliqué différemment ou voilà. C'est une Je question. pense, ouais, à part le fait de faire recours à. Tu vois, j'ai discuté avec un gars, j'ai essayé, hein, sur l'homéopathie, encore une fois. Ça fait des années, je tente encore. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a sorti, je pense, une vingtaine d'articles, tu vois, pour lesquels il y avait des études qui validaient le fait que l'homéopathie, ça fonctionnait. Ce qui était paradoxal, du coup, c'était de se dire, cette personne-là accepte les études scientifiques et pas d'autres. Et en fait, j'ai arrêté de discuter avec lui parce que il était impossible pour lui de sortir de l'idée que les études qui allaient dans le sens de ce qu'il pensait étaient forcément les bonnes. Et c'était un cercle vicieux, en fait. Donc là, il y avait de l'hypercritique dans le sens où il n'était même pas capable de sortir du fait que ce qui conditionnait sa recherche d'études, parce qu'il accordait du sens, souvent on ne pourrait même pas dire, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas les études scientifiques et qui n'accorde pas de la confiance à des études scientifiques. Non, non, il applique la méthode dont on est en train de parler. Il dit que le niveau études scientifiques est bon, et même au-dessus de son expérience personnelle. Il ne parlait pas de ça. Mais il a choisi des études qui convenaient à ce qu'il pensait. Donc là, à moins d'arriver à se mettre d'accord sur le fait de... Qu'est-ce que j'aurais pu dire, en fait? Pourquoi ces méta-analyses, elles étaient meilleures que d'autres? J'ai même pas les compétences là pour juger du fait qu'elles soient meilleures que d'autres. Mais je me fie aux instituts, aux organismes de santé qui ont fait cette collecte, qui ont examiné ça, qui ont été plusieurs à confirmer ça. Et donc, ce qu'il m'a dit à la fin, il m'a dit que tu es un mouton, parce que tu fais confiance dans ces gens-là qui ont fait cette collecte d'études, alors que moi, je suis allé chercher des études là qui disent le contraire. Ouais, ok, oui. Je vois. Là, je crois que je ne pouvais plus rien faire, à part de pointer le fait qu'il était incohérent et qu'il choisissait les études qui lui faisaient plaisir. Mais du coup, il disait pareil de moi, et c'était fini. Moi, j'avais envie, moi, de te lancer sur quelque chose qui nous amène plutôt dans des références sociologiques. Est-ce que tu connais le travail qu'ont fait Cahuc et Alcan et Zilberberg sur la défiance, la fabrique de la défiance? Ça te dit quelque chose, ça? Non? Non, mais je n'ai jamais lu. Parce que j'avais présenté ce travail dans une de nos premières universités d'automne et ça avait suscité certaines critiques d'ailleurs, la manière dont j'avais présenté. Pourtant, c'était assez solide et ça montrait comment des pays, dans certains pays, il y a un niveau de défiance qui est plus important que dans d'autres. En clair, bon, les pays latins et la France est assez bien passé de ce point de vue-là. En France, les gens manifestent une propension à la défiance à l'égard des autorités, des institutions, des journalistes, des hommes politiques, des flics, de qui tu veux, même des syndicats, etc., contrairement à ce qui se passe dans les pays d'Europe du Nord, les pays scandinaves. Alors eux, ce qui était intéressant, et ce qui nous amène quand même assez loin de ta recherche à toi, qui est plus sur un versant psychologique, je suppose, c'est qu'ils essaient de trouver les traces et les explications et l'origine un peu de ce phénomène-là. Mais je pensais peut-être qu'il y avait des éléments là-dessus que tu pouvais les mettre en rapport avec la notion d'esprit critique. C'est pour ça que je me permettais de te lancer là-dessus. Mais apparemment, ça nous amène pas très loin, quoi. Pas au niveau des pays. Il y a trop de paramètres, c'est trop difficile à dire. Surtout que, peut-être que vous l'avez vu passer, j'ai entendu, qui l'a dit, je ne sais plus, le baromètre de confiance dans, alors c'est là où le point est important, la science avait augmenté entre le mois de mars et le mois d'avril en France. C'est-à-dire qu'on faisait davantage confiance en, je ne me rappelle plus si c'était la science ou qu'est-ce qu'ils ont mis comme mot, qu'au mois de mars, en France. Quoi. Bon, bah, mais on va prendre ça comme quelque chose de plutôt positif quand même, globalement. Oui, mais peut-être qu'en fait, c'est qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce que les gens ont fait derrière ce mot. C'est sûr. Comment a été posée la question. Et donc, non, j'ai pas de. D'accord, ok, non, mais alors, non, pas besoin d'insister. Il y a peut-être d'autres questions, non? Je ne sais pas, Dominique. Oui, je ne sais pas. Est-ce que Maxime, est-ce que tu veux nous parler du cherry picking, ta grande spécialité peut-être? Tu aimes ça, je sais que tu bien repéré. Non, pas du tout. C'était juste pour mettre. C'était pour me la péter un peu. Non, mais c'était parce que c'était le terme, quoi. Oui. C'est exactement ça, oui. Mais vu que j'ai la parole, j'en profite pour remercier Denis, Cortex, parce que moi, j'ai piqué des outils dans tout ce que vous proposez, libre d'accès.
Et j'ai transposé ça à mon métier. Je suis infirmier et j'ai créé un atelier d'éducation thérapeutique du patient autour d'une initiation justement à l'autodéfense intellectuelle. Ah, c'est trop bien ça. Il faut nous en parler. Qu'est-ce que Maxime, faut nous raconter ça. Ouais, mais la difficulté, c'est que c'est sur un temps très court. C'est 1h30, 2 heures. Donc c'est vraiment une initiative, vraiment on effleure le sujet. Et je vous rejoins, Denis, sur le fait que ce qui marche super bien, je trouve, c'est les corrélations de l'absurde. Voilà, de faire comprendre vraiment cette confusion qu'il y a permanente entre corrélation et causalité, et qui est justement, enfin je pense, qui est vraiment les croyances aux pseudo-médecine, c'est vraiment là que ça se joue, sur cette confusion-là. Et je travaille sur cette notion-là, quoi, via les corrélations de l'absurde. Donc, merci beaucoup pour tous vos outils, hein, franchement. Peut-être là, je ne sais pas si tu veux répondre, sinon la parole est peut-être à Denis Biette. Denis Biette, oui, très bien. Que l'on est content d'accueillir cette vidéoconférence. On essaye de suivre un petit peu ce qui se fait là-bas, si loin, à Nice. On aimerait davantage se rapprocher d'ailleurs, bénéficier un peu de votre expérience. Mais nous sommes ravis de vous avoir en ligne et en vidéo aujourd'hui. Je suis très content de revoir Denis parce qu'il fut un temps au labo, il y avait 2 Denis, Denis le jeune et Denis l'ancien. Donc, ça me fait plaisir de revoir Denis. Bon, c'est vrai que nous aussi, on aimerait peut-être plus savoir ce qui se passe de l'autre côté. J'avoue que je devrais peut-être aller plus souvent sur le site du Cortex. Donc, en fait, j'ai deux questions en quelque sorte. Une première toute pratique, je suis enseignant retraité depuis peu, j'ai enseigné donc en primaire. Je voulais savoir s'il existait, bon il y a des ressources sur le Cortex, puis j'ai vu aussi les publications là, de Canopé, c'est ça? Et de la main à la pâte. Qu'on n'a pas encore au labo parce qu'on devait nous les envoyer, mais on ne les a pas eu, donc on va peut-être trouver un moyen de les faire venir. Je me demandais s'il existait par exemple des forums dédiés aux enseignants, mais par niveau. Par exemple, moi, j'aimerais bien réintervenir dans mon ancienne école et peut-être dans d'autres pour faire de la zététique, surtout que maintenant, j'ai plus le programme à gérer, donc je peux venir faire ça en dilettante. Et je me demandais s'il y avait, par exemple, des forums où on pourrait partager, mais au niveau, par exemple, des enseignants de primaire, de secondaire, pour échanger très pratiquement des infos. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question, c'est sur le lien entre zététique et hypercritique. J'aimerais savoir d'où vient cette idée. Parce que, bon, nous, au niveau du labo, on ne le ressent pas comme ça. Par contre, c'est vrai que, connaissant l'histoire de la zététique, sur le plan national, je sais que, par exemple, le mot cercle zététique évoque justement un certain nombre de zététiciens qui ont basculé dans l'hypercritique et qui sont devenus pour les uns pratiquement négationnistes, pour les autres presque protenants de la conspiration du 11 septembre. Donc c'est vrai que là, il y a eu une espèce de dérive, mais je me demandais d'où venait cette association de zététique et d'hypercritique. Si c'est de certains zététiciens, auquel cas c'est un peu le même problème que les scientifiques et la science, ou s'il y a d'autres éléments qui étayent cette vision des choses. Alors, pour te répondre, je sais que moi, ce que je vois passer, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sur d'autres réseaux. Je sais que sur Facebook, tu as un groupe qui s'appelle Zététique en mode éducation, Zététique dans l'enseignement. Voilà, c'est des groupes sur lesquels tu peux te rapprocher et dans lesquels je vois passer des collègues qui voilà. Alors, redis-moi comment ça s'appelle sur Facebook, Zététique. Moi, j'en ai un qui s'appelle Zététique dans l'enseignement. Ouais. Oui, c'est ça. Zététique dans l'enseignement, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont dire. Oui. L'autre, c'est, comment il s'appelle? Oh, quand on cherche, on trouve. Oui, il y en a. Scepticisme et éducation. Oui, voilà, c'est celui-là aussi. Oui. Scepticisme et éducation. Et il y en a un autre qui s'appelle Zététique en mode éducation populaire. Ok. Et pour le deuxième, ta deuxième question. Donc, bon, déjà, Denis, tellement plaisir de te revoir. Je crois qu'il faut que à nouveau, je le dis à tout le monde, rencontrer Denis, rencontrer Henri, rencontrer Jérôme à Nice à l'époque où j'y étais, ça a juste changé ma vie. Donc, je le redis bien, et toute l'importance qu'ont eu ces personnes-là, déjà au niveau personnel, mais au niveau de tout ce qui se passe aujourd'hui, je crois qu'on n'en parle pas assez souvent. Encore une fois, les travaux, les enquêtes, la base en fait. Évidemment, maintenant, on affine, on précise, mais quand je revois des gens parler d'effet cigogne, ils ne savent même pas d'où ça vient.
Quand je vois des gens qui peuvent parler de certaines règles éthiques et de même pas se rappeler que bon, ben, ouais, ça m'énerve un peu. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à le rappeler, de rappeler les sources. Oui, je sais, ça fait un peu vieux con, mais non, je crois pas. Je crois que rappeler l'histoire des choses aussi, ça compte aussi dans la manière dont sont formées les idées et pourquoi elles en sont là à un certain niveau. Et justement, la seule réponse que j'aurais par rapport à ce que tu disais, c'est il me semble qu'il faut distinguer les méthodes qu'on utilise et toute cette espèce de boîte qui est qu'on peut appliquer sur des exemples simples, faciles, tout ce que tu veux. Donc, on a toute cette méthodologie dont j'ai un peu parlé là et qui existe évidemment donc, plus large que ça. Et ensuite, tu choisis de l'appliquer à certains sujets. Et j'ai l'impression que l'hypercritique, ça a juste été de dire, il y a des gens qui ont pris cette boîte-là et qui l'ont poussée dans des extrêmes, en fait, et sur des sujets précis, faisant fi, en fait, des mêmes règles qu'ils prétendaient pouvoir utiliser sur d'autres sujets. Donc, c'est presque un manque de cohérence entre, oui, en gros, j'utilise ces sujets-là sur l'astrologie, tout va bien, et dès qu'il s'agit de parler des chambres à gaz, et bien, en fait, à ce moment-là, j'utilise plus tout à fait les mêmes méthodes. En réalité, croyons que j'utilise les mêmes méthodes. Donc, je dirais que ça serait on dévoie les méthodes qui sont censées nous permettre d'avoir un jugement au plus près de ce que sont les choses pour faire coller à notre opinion. C'est ce que je disais au début. C'est vraiment, tu sers tes connaissances et ta méthode, sert ce que tu penses avant tout. Et tu sais, c'est souvent l'image qu'on montre à chaque fois quand on dit le chercheur, lui, il fait des hypothèses et puis il va essayer de les mettre en évidence. Et puis, tu as le croyant qui dit au contraire, moi, je vais pas du tout tester mes hypothèses et essayer de les mettre en péril. Je vais essayer de tout faire pour confirmer ce que je pense déjà. J'ai l'impression que c'est un peu ça la différence entre les deux. Mais là, c'est juste mon avis à moi. Pas d'autre chose pour étayer. Pierre Lune demande la parole. Pierre Lune, à toi. Il faut brancher ton micro. Oui, je mets mon cri. C'est peut-être un peu décalé déjà, désolé pour le message. Je suis sur mon smartphone, donc je dois taper sur un clavier qui est court et donc j'ai noté je demande ma parole. Donc non, je demande la parole simplement. Bon, voilà, j'ai eu quelques difficultés à écouter, j'ai un mauvais son et donc voilà. Mais j'ai quand même entendu le principal et je voulais intervenir juste au moment où on parlait de la croyance. Pour faire cette remarque, cette expérience, je ne sais pas ce qu'elle vaut aujourd'hui, je me demande, j'avais peut-être une démarche intuitive, peut-être, mais il y a ça fait 40 ans maintenant, je travaillais en éducation populaire et mon obsession, c'était la croyance. Pour pouvoir faire évoluer les gens, c'était la croyance. Et je partais de la croyance. Et j'avais vu la croyance comme une porte ouverte à la fois au doute et à la raison. Pourquoi ? Parce qu'à partir des croyances, je crois que, mais je n'en suis pas sûre, quelque part, ça induit je n'en suis pas sûre. Je crois que parce que, je vais avoir des éléments, on me l'a dit, je l'ai lu, je l'ai entendu. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur la raison. Et c'était comme ça que je travaillais, mais c'était très intuitif. Et voilà, je ne sais pas donc si cette méthode que j'utilisais à l'époque de manière très intuitive, en tout cas, elle donnait des résultats extraordinaires, puisque j'arrivais progressivement à être sur la raison, sur la recherche. Alors, c'était quand même des publics en difficulté, mais on avait des résultats assez visible de progrès. Voilà, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, puisque j'essaie de poser comme définition, mais ça c'est à discuter, mais ça c'est, je me lance là-dedans. J'essaie de définir la pensée critique non pas comme ça, indépendamment de la personne, mais de définir le penseur critique ou la penseuse critique. Le penseur critique, c'est la personne, pour moi, qui serait capable, avec raison, en utilisant sa raison, de former des croyances correctes. Je dis ça et j'utilise le mot croyance correcte avec ce qu'on pourrait appeler finalement des connaissances dans un autre langage. Le problème du mot connaissance, c'est qu'il est hyper serré et hyper discuté en philosophie, alors que le mot croyance, il recouvre à peu près tout ce que vous avez dit. Dès qu'on croit que, donc c'est des croyances propositionnelles, et on croit pour un certain nombre de raisons. Et du moment qu'on s'interroge sur l'objet de notre croyance et pourquoi on croit un certain nombre de choses, à ce moment-là, on va pouvoir progresser dans justement la formation de croyances qui collent au plus près de croyances correctes, la réalité des choses.
Bien. Alors, je crois que monsieur 83 58 63 84 96 avait peut-être envie de demander la parole, de s'exprimer, de formuler sa question, une opinion. Oui, merci de me donner la parole. Excusez-moi, je me présente, je n'ai pas su mettre mon nom dans la liste des participants. C'est la première fois que je participe à ce Zoom avec les collègues zététiciens. Donc Gérard Piton, je suis enseignant à la retraite en psychologie sociale aussi de l'université Paul Valéry. Et merci pour cet exposé extrêmement précis, rigoureux, sur lequel j'ai beaucoup apprécié notamment le petit développement trop court, mais on n'y peut rien, sur le développement de l'autocritique. Donc que peut-être Madame Mariotti rejoindrait comme étant une des attitudes qu'il faut développer pour introduire un peu de prudence dans un certain nombre de débats quand on regarde la pensée critique qui soi-disant se répand dans les forums à la télévision ou sa critique pour critiquer, on va dire. Donc vous avez parlé de l'hypercritique qui pourrait être assimilée aux zététiciens comme étant effectivement un des effets pervers. Mais on en voit d'autres aujourd'hui. Beaucoup de gens font de la philosophie à l'école. Bon, il y a tout un courant que j'admire par ailleurs. J'ai des collègues philosophes avec qui je travaille, ne serait-ce que Tozzi ou Mongeau, etc. Mais ils en font la défense d'une discipline et qui aboutit à aujourd'hui, les enfants, quand on leur donne la parole, ils peuvent parler. Et donc, ils peuvent dire, mais oui, je pense ceci, je pense cela, je crois. Donc, l'attitude première, c'est l'autocritique sur ce que l'on croit, effectivement. Et deux, l'expérimentation, la force de la zététique, mais je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste du tout, c'est de développer la pensée scientifique et donc la pratique et la recherche des documents scientifiques et de travailler sur des documents qui ont fait leurs preuves et qui sont validés par un consensus, par des pairs, etc., c'est un des garde-fous. Donc voilà, parmi les choses que vous pourriez peut-être développer, mais vous l'avez un peu abordé, c'est l'autocritique et les garde-fous qu'il peut y avoir à une certaine tendance à communiquer pour communiquer, parler pour parler, y compris les groupes de parole auxquels je crois beaucoup dans certains domaines, mais dont on abuse beaucoup trop aujourd'hui. C'est les gens qui pensent avoir des remèdes universels. Communiquer pour communiquer, c'est intéressant, mais ça peut aussi avoir des effets pervers. Donc, bon, je demandais, est-ce qu'éventuellement, vous pourriez développer un peu cette idée que la critique peut être un effet pervers et la science est peut-être la manière d'éviter la critique pour la critique. Parce qu'on peut abuser de la critique, et notamment dans les médias aujourd'hui. En BFM TV, tout le monde, maintenant, on prend un gars qui pense X et un gars qui pense Y et on en fait un débat. Mais on a pris deux extrêmes pour faire parler et pour faire du buzz. Ah oui, merci pour votre commentaire et votre question. Bon, j'aime bien le dire souvent comme ça, rapidement, mais c'est pas parce que chacun a son opinion que chaque opinion est bonne, que chaque opinion est pourvue de bonnes raisons et que cette opinion colle à la réalité. Donc c'est vrai que d'amener le débat sur le fait de libérer la parole des élèves, si c'est juste, vous savez, au final, la phrase avoir l'esprit ouvert mais pas bien insulter, c'est un peu ça. C'est de se dire, oui, mais non, mais essayons de formuler des opinions, mais tant qu'à faire, que ces opinions soient le plus possible étayées par, appelons ça des preuves, des arguments, bref, qu'elles soient justifiées, comme on disait tout à l'heure, qu'on ait des raisons, en fait, de penser ça. À mon avis, c'est un des éléments les plus importants. Alors, pour l'autocritique, je dirais que la pensée critique, c'est l'ennemi de la pensée radicale, c'est l'ennemi de la pensée extrême. Je reprends souvent. C'est difficile en formation avec des élèves, c'est d'éviter, ou en tout cas de reprendre des expressions qui seraient trop totalisantes, en fait. C'est pas facile, mais le langage, en fait, non. C'est quand on dit « je suis exaspéré »,« je trouve ça scandaleux »,« je suis pas du tout d'accord avec ça ». En fait, c'est de jouer sur repérer ces mots qui, dans notre vie de tous les jours, pointent notre curseur immédiatement à l'extrême, en fait, d'un côté ou de l'autre. Et le problème, c'est que, en vertu de tout, enfin, je ne vais pas développer ça, mais vous savez bien, s'il y a bien un élément qui est difficile à contrer, Françoise en parlait tout à l'heure, c'est ça. On parle un peu de dissonance cognitive aussi, quand on se retrouve confronté à des éléments qui vont à l'encontre de ce qu'on pense. Si en plus on les a exprimés de cette manière totalisante, alors c'est encore plus difficile de revenir dessus. Du coup, pour avoir cette autocritique, il va falloir même que le langage change un petit peu. J'allais dire, travailler moins, c'est peut-être un peu intuitif au début, mais je pense que ça serait un élément assez intéressant à travailler. C'est comment on arrive dans la prise de parole des gens à arriver à, il y a un mot que j'aime beaucoup, moi, c'est le mot nuance. Voilà.
d'avoir un peu de nuance, d'éviter tout de suite de se positionner dans le catégorique, dans le dogmatique, si j'ai envie de dire. Je pense que c'est un élément assez intéressant pour travailler là-dessus, travailler l'humilité intellectuelle, l'ouverture d'esprit, attention. Et j'avais dit, dernier élément qui me semble important, mais qui est un travail aussi fondamental, c'est de ne pas tomber dans le relativisme. Voilà. Ce fameux relativisme qui va de pair avec l'idée que tout le monde peut exprimer ses opinions, que tous les experts ont la parole. Oui, oui, ben, donnez-leur la parole si vous voulez, mais montrez aussi que leur parole, elle ne vaut rien. Ou en tout cas qu'elle est limitée dans un champ, ou en tout cas que c'est faux, quoi. Conclure sur l'idée de nuance, je trouve ça très pertinent. Merci Jean-Luc. Bah, écoute, c'est comme accepter, tu vois, l'erreur et valoriser l'erreur. Ça va de pair avec la nuance. Tu vois, d'oublier toutes ces. Mais même nous, on les trouve. C'est bien, parfois on est entre nous, on dit on est catégorique sur un certain nombre de choses. Et je suis bien d'accord qu'il faut quand même être catégorique sur l'idée que la Terre, elle est quand même pas plate. C'est pas ça le problème. Mais bon, un sujet un peu extrême. Mais pour d'autres, la nuance. Merci. Bien. Eh bien, écoutez,